Alors, dans ta pratique professionnelle, peux-tu m'expliquer comment se passe l'annonce d'une maladie grave dans ton service ? Alors, du coup, ils sont principalement déjà au courant qu'ils ont une maladie grave, donc le cancer, vu que c'est un service de médecine onco. Donc, on a un oncologue, on a 2 oncologues maintenant, on en a un qui est arrivé, qui les suit déjà depuis un certain temps. Ouais. Et souvent, ils viennent parce qu'ils se dégradent ou il y a un maintien à domicile difficile, et du coup, ils ont des examens pour voir l'évolution de la maladie, et puis soit des fois ils décident de rentrer à domicile pour y décéder, quoi, en gros, ou alors être pris en charge pour la douleur ou l'accompagnement psychologique aussi, ou même pour les familles, quoi. Ok. Donc quelle est la place de l'équipe soignante dans après l'annonce en fait ? Beaucoup d'accompagnement psychologique. Ouais. Surtout, nous, la nuit, les angoisses sont en général majorées par rapport au jour, parce que le jour, il y a beaucoup de passages médecins. Et c'est vrai que nous, on est une plus petite équipe comparée à l'équipe de jour. Ouais. Et on a souvent plus le temps, ce qui nous permet d'aller un peu plus profond, chercher ce qui ne va pas. Ouais. Quelle place prends-tu après l'annonce ? Quelle place toujours au niveau de l'accompagnement, quoi, les rassurer, rassurer la famille aussi, parce qu'on a beaucoup de visites le soir. Donc du coup, nous on est là à partir de 19h30, les familles en général ne sont pas là, donc on essaie de les accompagner au mieux, les écouter, les soulager si on peut. Quelles difficultés as-tu rencontrées dans l'accompagnement d'un patient après l'annonce ? Alors moi je pense que je suis pas, même encore, là ça fait 5 ans que ça va faire 6 ans que je suis diplômée, et je suis pas encore très à l'aise dans ce service-là, parce que il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup on se réfère à des événements qu'on a vécu nous-mêmes personnellement dans notre famille, donc des fois c'est un petit peu plus dur à gérer, on trouve pas forcément les mots pour les rassurer. C'est ça. On prend les émotions, ça nous prend à cœur. Des fois c'est dur de décrocher, ce service-là c'est pas... Ah oui ? Ouais. À quoi ressemble la relation que tu as établie avec le patient ? Relation de confiance surtout. Qu'il ait confiance au bien-être qu'on essaie de lui apporter, et qu'il soit qu'il se livre plus facilement à nous, qu'il se libère, et puis qu'il soit soulagé, détendu. Surtout la nuit, je pense que c'est différent. C'est ça, t'as le temps de cogiter la nuit, parce que souvent ils dorment pas forcément, parce que il y en a qui cogitent, ou alors il y en a qui dorment mais d'épuisement. Mais la nuit, t'as plus le temps de cogiter, c'est calme, il n'y a pas un bruit. C'est ça. Le bruit des machines à côté, parce que souvent ils sont pleins de seringues, c'est ça. Quelle place prend tes émotions dans cette relation ? Alors, quelle place prend mes émotions dans cette relation ? C'est pas facile cette question. C'est pas facile. Tu veux dire comment je le vis, moi comme je disais tout à l'heure, je suis pas à l'aise. En fait, je pense que moi, la façon dont je me protège quand je suis avec mes patients dans ce service-là, c'est... Je rigole beaucoup. Moi, je prends beaucoup sur le ton de l'ironie pour essayer de détendre l'atmosphère et pas être dans une ambiance triste qui fait que essayer de parler des choses qu'ils aimaient faire, essayer de dédramatiser un peu la situation. Mais on en prend plein la figure quand même quand on sort d'une chambre. Après, c'est dur de s'en libérer des fois. Oui, c'est sûr. Je vais y venir justement. Peux-tu me parler d'une situation de soins avec un patient qui a suscité beaucoup d'émotions ?
Alors j'en ai eu un dernièrement. Lui, je pense qu'il m'a beaucoup... c'était c'était beaucoup au niveau du patient, mais surtout au niveau de sa femme, que j'ai pas su comment réagir. En fait, le patient était suivi par l'oncologue et il avait des problèmes pour déglutir et il avait un traitement pour dormir. Donc j'ai essayé de lui donner son traitement par voie orale, ça passait pas. Donc j'ai essayé d'écraser, donner à la seringue, il n'y avait pas moyen. Donc j'ai appelé le médecin parce que le patient sans son médicament ne dort pas. Et sa femme était dans un petit lit de camp juste à côté. Et donc le médecin me dit tu commences la seringue d'Hypnovel. Donc c'est pour les aider à se détendre. Et puis tu la coupes à 6h du matin, comme ça c'est juste pour la nuit, quoi. Donc je l'ai mise en place. À 6h, je suis passée, j'ai éteint la seringue, voilà, le patient avait dormi très bien. Je suis passée, il avait un peu de mal à s'exprimer, mais en gros, il disait qu'il avait bien dormi. Et peut-être 5 minutes après que je sois sortie de la chambre, ça sonnait en urgence dans la chambre. Donc c'était sa femme qui était complètement paniquée, parce qu'en fait, il était en train de... il a commencé à mousser. Donc, en fait, il était en train de faire un OAP, quoi. Et je voyais sa femme complètement paniquée et je n'ai jamais su trouver les mots. J'ai dit je vais appeler le médecin, je suis sortie de la chambre, je n'ai rien dit. J'étais pas du tout à l'aise, donc j'ai appelé le médecin qui m'a dit de remettre la seringue, mettre la morphine en place et le patient est décédé 1 heure après. Mais j'étais incapable de savoir quoi dire et je me suis sentie nulle, quoi, parce que je trouvais pas les mots pour rassurer sa femme, j'arrivais même pas à parler au patient. Et je pense que c'était un manque d'expérience, enfin, même si ça va faire 6 ans que je suis diplômée déjà, c'est pas... Je pense que c'est un service où tu as les qualités pour être à l'aise avec ces patients-là, ou... enfin, c'est pas que tu les as pas, mais c'est que tu prends trop sur toi et tu trouves pas les mots pour rassurer, quoi. Puis là, c'était vraiment comme une situation d'urgence, quoi, alors qu'il venait pas pour décéder, ce patient-là. On n'était pas du tout dans l'optique de se dire dans 1 heure, il va partir, quoi. D'accord. Ça a été un petit peu un choc, et surtout en fin de nuit. C'est sûr. Quelles émotions t'as ressenties du coup à ce moment-là? Justement, je me suis pas... Pour moi, je suis pas allée au bout de ma prise en charge, j'ai pas pris en charge le patient comme il fallait. Enfin, j'ai appelé le médecin pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour essayer de le détendre, qu'il se voit pas partir, en gros. Mais c'est surtout au niveau de l'accompagnement de sa femme, quoi, qui était complètement paniquée. Et moi, en fait, je me suis fermée, quoi. Je savais pas quoi lui dire pour... je me suis sentie nulle, quoi. Enfin, impuissante, quoi. Voilà. Ok. Comment a réagi la femme ou le patient, du coup, face à cette réaction? Le patient, il était inconscient. Après, il est vite tombé inconscient, donc je pense qu'il n'a pas eu trop le temps de... Puis après, ça a été mes collègues de jour qui ont pris la suite. Il est décédé avec mes collègues de jour, mais moi, je suis restée jusqu'à la fin de mon service et que mes collègues prennent le relais, mais... la femme était en pleurs à côté, quoi. Je pense que ça a été un choc autant pour nous que pour elle, parce que c'était pas du tout attendu, quoi. Ok. Donc, du coup, elle a pas mal réagi à ta réaction? Non, pas du tout. Okay. Non, au contraire, après, elle avait mis un mot pour le service, comme quoi la prise en charge était très bien. Je pense que j'ai fait mon travail, mais je l'ai pas fait comme j'aurais aimé le faire. Voilà, c'est ça. Quelle stratégie d'adaptation as-tu mis en place lors de cette prise en soin? Quelle stratégie d'adaptation? Comment... Plus la fuite ou... Ouais, c'était ça. C'était de la fuite. Ok. Je me sentais mal à l'aise. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais pas trouver les mots, peut-être. En fait, le fait de voir sa femme paniquer, et puis moi, surprise de comment le patient s'est dégradé en une nuit, quoi, de réagir dans l'urgence, et du coup, complètement oublier tout ce qu'il y avait autour, et faire ce que le médecin me demandait de faire, quoi.
Quels moyens mets-tu en place pour gérer tes émotions? Alors, déjà, moi, le fait de travailler de nuit et être à une demi-heure de route de mon travail, en voiture, ça me permet de souffler avant d'aller me coucher. Parce que je me couche forcément directement en rentrant. Ou sinon, on parle beaucoup entre collègues. De nuit, on est quand même une équipe vraiment soudée, même si on est peu comparé. On travaille beaucoup en binôme avec notre aide-soignante. Et c'est vrai qu'on parle vraiment beaucoup de ce qui se passe. Des fois, il y en a qui finissent en larmes et on les rassure. Et on peut avoir un entretien avec la psychologue du service s'il y a besoin. D'accord. Je pense qu'il faut apprendre à rentrer chez soi et laisser le boulot de côté. Parce que sinon... c'est dur. Ouais, c'est dur de lâcher prise. Des fois, il y a des situations qui sont pas marrantes, c'est sûr. Il faut trouver, je pense, une activité pour se vider la tête, puis se reconcentrer sur ce qu'il y a chez toi. Ça t'est déjà arrivé de pleurer devant un patient? De pleurer avec lui, il y avait tellement de détresse, de tristesse, puis il y avait ses enfants qui pleuraient. En fait, on se met à la place, ça aurait pu être... il avait l'âge d'être mon papa, et ses enfants avaient mon âge, et puis ils étaient tous en train de pleurer dans la chambre, et des fois les émotions prennent le dessus. On dit qu'il faut mettre une barrière, mais bon, on n'est pas des machines. C'est pas facile. Que dirais-tu à un étudiant qui est envahi par ses émotions devant un patient? Alors je serais pas du genre à lui dire c'est pas bien, faut pas se mettre à pleurer. Je suis pas du tout comme ça, parce que même moi des fois j'ai du mal à gérer mes émotions. C'est comme ça. Mais si ça devient trop dur, peut-être sortir de la chambre, prendre l'air, souffler un bon coup, puis surtout lui dire que c'est pas grave, ça... Et puis s'il y a besoin d'évacuer, il y a toujours la solution d'en parler. D'en parler à l'infirmière qui t'encadre ou pareil, le psychologue du service qui est quand même disponible s'il y en a un. Ou t'isoler un peu, souffler. Comment l'accompagnerais-tu après, du coup, une fois qu'il est sorti de la chambre, par exemple? Après, il y a toujours des solutions. Vu qu'on est une équipe, il y a plusieurs... je pense que si c'est trop dur pour cet étudiant de prendre ce patient en charge, peut-être éviter de retourner dans la chambre, peut-être prendre un autre patient qui est plus facile, entre guillemets, à prendre en charge. Et puis après, avec l'expérience, de toute façon... Il n'y a pas le choix, on y va, mais il y a toujours une solution de déléguer à un collègue quand ça devient trop difficile. Ok. Voilà. Pour toi, c'est pas facile de travailler dans ce service émotionnellement, tu dis? Ouais. Nous, de nuit, on a la chance de... Enfin, la chance. Nous, on le voit comme ça, parce qu'en fait, le service de médecine s'est ouvert après. En fait, c'est une clinique de chirurgie. Et le service s'est ouvert il y a 3 ans à peu près. Et donc à la base, ils voulaient une équipe fixe pour que les patients soient habitués à voir les mêmes personnes, pas que ça tourne tout le temps. Et en fait, ça devenait trop dur pour les équipes de nuit, comme certains de jour, qui ont demandé à... Du coup, on tourne sur tous les secteurs. D'accord. Donc sur un roulement de 10 semaines, on est en général 3 semaines dans ce service-là. Et... pour moi, c'est suffisant. Ça permet de... Parce que même en chirurgie, on a des cancers, c'est des cancers qui sont opérés quand on est en chirurgie, mais c'est pas la même... Ils sont pas dans leur lit et dire je vais décéder dans 1 mois ou... C'est pas un service où je pourrais travailler tout le temps, parce que émotionnellement, c'est quand même... c'est dur. C'est dur, C'est lourd à porter. Du coup, là, c'est plus sur ton parcours. Peux-tu me donner ton âge? J'aurai 29 ans cette année. Ok. Depuis combien de temps es-tu titulaire du diplôme d'État? 6 ans. Enfin, ça fera 6 ans.
Ok. Quel a été ton parcours professionnel? Alors, j'ai eu mon bac sciences médico-sociales en 2008. Ouais. Après, j'ai travaillé comme ASH dans une maison de retraite pendant 1 an et demi pour pouvoir me financer mes études. J'ai passé mon concours sur Rouen au CHU, donc je l'ai eu, j'ai fait mes 3 ans d'études là-bas. Faut que je te dise les stages que j'ai fait? Non. Du coup, après, j'avais fait mon stage pré-professionnel à la clinique Saint-Michel à Quimper. D'accord. Et du coup, une fois diplômée, j'ai fait 1 mois en maison de retraite sur Quimper. Et après, je suis allée à la clinique et depuis, je suis restée. T'as fait tous les services ou À la clinique? Oui. Ouais. Ok. J'ai travaillé un peu de jour. Donc j'ai fait de l'ambulatoire, j'ai fait les services d'hospi de jour. J'ai été voir au bloc comment ça se passait parce que j'aimerais bien faire l'école d'anesthésiste. D'accord, ouais. Et non, sinon, je suis allée partout. Ok. Depuis combien de temps exerces-tu dans ce service? Du coup, ça fait 5 ans et demi. Ok. Est-ce un choix de ta part de travailler dans le service où tu exerces en ce moment? Oui. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est dur émotionnellement et c'est. C'est vu que, à la base c'était de la chirurgie. Ouais. Et vu que le service a ouvert après que moi je suis arrivée, on nous a imposé dans notre roulement de tourner dans ce service-là. D'accord. Ah oui. Donc après ça me dérange pas, c'est une autre approche, c'est une autre prise en charge. Mais faut pas que ce soit trop long parce qu'après ça devient dur. Ouais. Ok.